Merci beaucoup pour votre accueil. C'est une très grande joie de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. C'est aussi une tâche difficile de passer derrière Nicolas Sarkozy, en effet, et ces réflexions qui nous ont été partagées pour ouvrir cette rencontre. De fait, je voudrais commencer en disant, c'est la première fois que j'en parle, mais je vois là quasiment comme un signe du destin. Il y a exactement 10 ans, aujourd'hui, j'étais moi-même à l'Institut Gustave Roussy, à côté du lit d'un enfant atteint d'un cancer du cerveau qui s'appelait Tanguy. Il est décédé le 12 avril 2008. Et je voudrais m'associer vraiment de façon infiniment modeste et humble au travail incroyable que fait Frédéric Lemos. Et c'est vrai que c'est vraiment un enjeu immense pour nous parce que, on le voit bien, nous vivons dans un monde qui est marqué par une interrogation constante quant à ce qui nous réunit, à ce qui nous fait vivre ensemble. Et peut-être s'il y a une cause que nous pouvons considérer comme étant urgente, c'est celle qui consiste à lutter contre la souffrance de l'innocent. Et cette souffrance de l'innocent, elle est tellement douloureuse à vivre et à partager. On ne la partage pas totalement, d'ailleurs on ne peut qu'en être l'accompagnateur silencieux. Cette souffrance de l'innocent, elle est aujourd'hui portée avec héroïsme, vraiment, par les soignants de l'Institut Gustave Roussy qui font un travail extraordinaire et qui méritent infiniment d'être accompagnés, d'être soutenus par les moyens que nous pourrons leur offrir pour cela. Et moi-même, je me suis associé très humblement là aussi au travail de la Fondation Gustave Roussy. Donc je ne peux que compléter l'appel qui vient d'être fait et qui fait écho à cette expérience qui a tout juste 10 ans pour moi et pour Tanguy. Alors maintenant, pour en venir au fond du sujet, vous m'avez invité, vous nous avez invité à parler ensemble de cette question de la relation entre l'entreprise et la culture, de l'entreprise comme lieu de culture et de transmission. Et on pourrait s'étonner que cette question soit posée parce qu'il ne semble pas a priori que l'entreprise soit un lieu de culture. En tous les cas, on a eu traditionnellement l'habitude de séparer le monde de l'entreprise du monde de la culture. Le monde de l'entreprise, c'est le monde des chiffres. Le monde de la culture, c'est le monde de la lettre. D'un côté, il y avait donc le travail de l'esprit, le travail d'une intelligence qui construit à travers les œuvres d'art, à travers les écrits, la tradition littéraire, quelque chose qui semble être gratuit dans son principe, et de l'autre côté, le travail de l'entreprise qui consiste à faire vivre une économie qui est marquée par la nécessité de sans cesse se réformer, se transformer, de sans cesse se tourner vers l'avenir, là où la culture, comme élément de transmission, est structurellement inscription dans un passé, dans un héritage. On a parlé même à l'instant de cette nécessité pour le monde économique aujourd'hui de retrouver une capacité d'innovation, une capacité de disruption. Vous connaissez tous ce terme, il est tellement à la mode. Et la culture, c'est le contraire de la disruption. La culture, c'est la transmission. La culture, c'est le fait de pouvoir porter avec soi quelque chose qui nous vient parfois de très loin dans l'histoire, quelque chose qui nous accompagne, c'est vrai, aujourd'hui, mais qui semble surtout marqué par le poids de l'ancienneté des œuvres, des écrits, des paroles, par le poids de ce verbe qui nous précède toujours et qui est culture en ce sens qu'il est transmis. La culture, c'est au sens le plus large du terme tout ce que les hommes ajoutent à la nature et tout ce qui entre dans une filiation, dans un héritage, dans une transmission. La culture donc semble bien être aux antipodes de l'expérience de l'entreprise et de la vocation de l'entreprise. Et peut-être certains entrepreneurs pourraient se dire avec un peu de lassitude, d'où vient-on nous imposer encore quelque chose de supplémentaire? Moi, ce qui compte pour moi, c'est mon chiffre d'affaires. Ce qui compte pour moi, c'est de conquérir de nouveaux marchés. Ce qui compte pour moi, c'est de développer mon activité. Que vient faire la culture là-dedans, sinon être une espèce d'ornement superflu qu'on essaye de prendre en charge pour compléter les critères de sa responsabilité sociale, comme s'il fallait au fond se donner bonne conscience avec la culture. Et pourtant, je crois que la culture est au cœur de ce que sont les entreprises aujourd'hui, qu'elle doit le redevenir, parce que la culture est aussi au cœur de la crise que nous traversons collectivement comme société et qui touche en particulier le monde économique, qui touche le monde du travail. L'opposition entre l'ancien et le nouveau, l'opposition entre l'héritage et la disruption, l'opposition entre la culture et l'économie est au cœur d'une crise collective, et notamment au cœur d'une crise de la culture elle-même, au cœur d'une crise de la transmission. Parce que nous avons cru que la culture était l'occasion d'un enfermement dans le mimétisme et la répétition du passé, eh bien nous avons tenté de nous tourner vers l'avenir, même si c'était nécessaire, en tournant le dos au poids de la culture et de l'héritage culturel. On en parlait à l'instant au moment du déjeuner qui nous réunissait. Il nous arrive bien souvent d'avoir le sentiment que ce poids des transmissions du passé
est ce qui nous empêche d'innover, d'imaginer, d'inventer des choses nouvelles. On pourrait avoir le sentiment, et nous parlions de l'exercice philosophique, que le fait de devoir apprendre ce que des auteurs parfois très anciens, ce que Platon et Aristote, 24 siècles de nous aujourd'hui, avoir le sentiment que répéter ce qu'ils ont écrit avant nous, c'est ne pas pouvoir penser par nous-mêmes. Et c'est un sentiment que nous sommes nombreux à partager. Et ce sentiment, il a été au cœur d'une crise de la culture, une crise de la transmission, que j'ai vécue comme enseignant. J'ai eu l'occasion de travailler sur cette question de la transmission, ce qui me vaut votre invitation aujourd'hui, à partir de mon expérience d'enseignant et de mon expérience de la formation d'enseignant. Quand j'ai commencé à travailler dans le monde de l'enseignement, quand j'ai commencé à enseigner dans le secondaire, ma formation a été concentrée sur un principe fondamental. Vous êtes des enseignants, vous ne devez pas transmettre des connaissances. Parce que si vous transmettez des connaissances, ça veut dire que vos élèves ne peuvent pas inventer par eux-mêmes leur propre représentation du monde. Et de la même manière, nous avons, et Nicolas Sarkozy l'a montré aussi à sa façon, déconstruit tout ce qui pouvait paraître trop vertical. Nous avons déconstruit tout ce qui s'apparentait à une forme de transmission. Nous avons tenté de défaire les positions ou les postures trop magistrales. Nous avons insisté sur l'horizontalité, sur la participation, sur la construction à plusieurs. Et nous avons vécu, je le disais à l'instant, cette espèce de dialectique que je crois mortifère qui venait nous faire opposer l'autorité de la culture, l'autorité des auteurs, l'autorité de ce qui nous précède et du savoir qui se construit et qui se constitue avant nous à notre capacité d'invention, d'innovation, de disruption. Nous avons admiré la figure du self-made man, de l'homme qui s'est fait tout seul, de l'autodidacte, de celui qui se construit sans rien recevoir des autres. Et je crois que ceci touche aujourd'hui profondément le monde du travail, parce que la crise de la culture ne pouvait aboutir qu'à une forme de crise du sens, une crise très profonde, qui fait que nous ne savons plus du coup finalement ce que nous partageons ensemble, que nous ne savons plus ce que nous avons entre nous, que nous ne savons plus dire ce qui nous relie profondément, ce qui nous relie avant même que nous ayons commencé de parler, ce qui fait notre vocabulaire commun avant même que nous ayons commencé d'échanger. Le rabbin Boissière nous parlera dans un instant de la question de l'interconvictionnalité, c'est-à-dire de la difficulté à vivre ensemble. Nous avons du mal à vivre ensemble à l'intérieur d'une société. Nicolas Sarkozy le disait à l'instant. Qu'est-ce que nous avons encore à défendre en commun? Qu'est-ce que nous partageons ensemble? Nous avons du mal à vivre ensemble aussi à l'intérieur des sociétés, des petites sociétés que constituent bien sûr les entreprises à l'intérieur de la société politique. Qu'est-ce qui nous relie entre nous? Qu'est-ce qui fait notre lien commun? Il y a quelques jours, j'étais dans une école de commerce pour faire une conférence et invité par les étudiants. À la fin de la conférence, les étudiants qui me recevaient me proposent de dîner ensemble et on se retrouve autour d'un dîner. Et à la fin de ce dîner, je leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. On était dans une belle école de commerce de l'ouest de la France, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Et je leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Et la moitié d'entre eux, ils étaient une douzaine, me disent qu'ils veulent travailler soit dans le monde associatif, soit dans le secteur public. Et j'étais étonné, vous voyez, je leur dis, mais alors... pourquoi êtes-vous en école de commerce? La moitié d'entre eux ne voulaient pas travailler en entreprise. Ils me disent, non, non, on veut être utile à quelque chose de commun. Ce qui signifiait deux choses. Que le désir de ce commun existe, bien sûr, et qu'il ne nous suffit plus du chiffre pour faire une vie réussie. Je veux dire par là que les générations qui viennent, comme les nôtres, comme celles qui nous ont précédés aussi, d'une certaine manière, forcément, savent au fond d'elles-mêmes qu'il ne suffit pas de gagner quelque chose qui se compte pour pouvoir considérer qu'on a réussi sa vie, et ce qui signifiait aussi que l'entreprise et le monde de l'entreprise, aujourd'hui, n'est plus identifié nécessairement comme un lieu qui sert un bien commun, comme un lieu où est servi le commun. Or, pour que l'entreprise puisse garder sa place, et pour que ces jeunes de nouveau se tournent vers l'entreprise, et pour qu'ils continuent à trouver dans l'entreprise le lieu où ils pourront épanouir leur désir de servir, leur désir de contribuer à quelque chose de commun, il me semble qu'il est nécessaire que l'entreprise redevienne avant tout un lieu de culture, C'est-à-dire non pas seulement le lieu du chiffre, mais le lieu du verbe, de la parole. Et d'une parole par laquelle, justement, nous puissions retrouver le sens de ce qui fait la valeur fondamentale du travail. Une valeur qui ne se calcule pas, qui ne se compte pas, qui ne se marchande pas même. Je voudrais simplement, pour terminer cette première intervention, parce que le but est seulement d'introduire le débat et il ne faudrait pas être trop long, je voudrais simplement exprimer trois orientations, trois directions par lesquelles l'entreprise me semble devoir redevenir ce lieu de culture. La première chose, c'est que nous sommes devant une crise très profonde du sens du travail, qui appelle la parole des dirigeants. Bien sûr, il est nécessaire que la parole circule à l'intérieur de nos organisations humaines, quelles qu'elles soient. Mais
et le président Sarkozy l'a rappelé de façon tout à fait frappante, une entreprise, une organisation humaine, quelle qu'elle soit, a d'abord besoin de la parole d'un chef, de la parole d'un dirigeant. Et c'est la parole du dirigeant qui peut permettre, non pas de donner du sens au travail des collaborateurs, mais de manifester le sens du travail de chacun à l'intérieur du collectif. Pourquoi l'expression « donner du sens » me paraît-elle inexacte? Elle est, me semble-t-il, inexacte et désespérante parce que si le travail de vos collaborateurs a besoin que vous lui donniez du sens, c'est que, a priori, il n'a pas de sens. Et quelque chose qui n'a pas de sens n'en aura jamais. Soit les choses ont un sens, soit elles n'en ont pas. Mais on ne donne pas de sens. Parfois, on me dit « Ah, la philosophie, c'est merveilleux, ça permet de donner du sens à la vie. » Mais non, on ne donne pas du sens à la vie. Soit on révèle que la vie a du sens, soit la vie n'a pas de sens et vous ne pouvez pas donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. Quelque chose qui n'a pas de sens est absurde et on ne donne pas du sens à quelque chose d'absurde. Il se trouve que l'économie est fondée sur un principe de rationalité. C'est le principe même de l'économie. Quelque chose de superflu sera économisé. Un travail qui n'a pas de sens, tôt ou tard, disparaîtra. Et ça s'appelle une crise économique, une mutation du système économique. Et ça suppose, bien sûr, de passer par des moments douloureux. Mais ces moments douloureux font qu'un travail qui n'a aucun sens disparaît. Parce qu'une société humaine ne finance pas durablement une activité qui n'a aucun sens. Et par conséquent, le travail des gens qui œuvrent dans une entreprise a un sens, ou alors il doit disparaître. Mais le travail du bon manager, le travail du bon leader, n'est pas de donner du sens au travail des collaborateurs, c'est de montrer à tous les collaborateurs que leur travail a un sens. Et ceci, nous savons bien que c'est difficile parce que nous vivons dans un système économique qui est mondialisé, qui par conséquent est aussi parcellisé. Tout à l'heure, M. Barki disait qu'il fabriquait de la colle et que ça n'est pas très sexy, mais il a rajouté immédiatement après, et pourtant c'est très utile. Et c'est ça qui fait que fabriquer de la colle peut être totalement absurde si on ne sait pas à quoi c'est utile. Mais fabriquer de la colle peut être décisif si on comprend le sens que cela a, de pouvoir produire quelque chose. Par quoi? Des innovations, par quoi? Des productions, par quoi des produits parfois nécessaires à l'existence humaine deviendront possibles, simplement possibles. Et pour cela, il faut encore savoir parler. Il nous faut parler ensemble. Et j'espère que vous le voyez comme moi, certainement, vous le vivez comme moi, certainement. Je le vois comme enseignant, je vois mes anciens élèves qui reviennent maintenant de leurs expériences professionnelles, de leurs premières expériences professionnelles. Même si je suis un tout jeune enseignant, beaucoup d'entre eux travaillent déjà dans le monde de l'entreprise. Et beaucoup d'entre eux reviennent en disant « Qu'est-ce que l'enseignement, qu'est-ce que l'école nous manque ?» Aujourd'hui, dans l'entreprise, très souvent, dans les grandes entreprises parfois, nous sommes désarçonnés par le caractère finalement très inconsistant du discours managérial. Il faut retrouver le sens de la parole et d'une parole qui incarne le sens du travail qui est fait par chacun. Et c'est un vrai défi parce que la rupture entre le monde de l'entreprise et le monde de la culture, la rupture entre le monde du chiffre et le monde du verbe, entre le monde des nombres et le monde des lettres, cette rupture-là, elle a créé aussi cette crise du sens du travail. Le travail a un sens, mais ce sens n'apparaît pas immédiatement. Et pour qu'il apparaisse, il faut encore qu'il soit révélé. Et cette révélation suppose une parole, et elle suppose en particulier la parole de celui qui dirige, la parole de celui qui encadre, la parole de celui qui porte l'organisation dans son caractère global. La deuxième direction, c'est que je crois que pour que l'organisation en elle-même ait un sens, il faut que l'idée apparaisse, que l'idée qu'elle poursuit apparaisse. C'est très frappant de voir à quel point les géants de l'économie d'aujourd'hui, qui se sont construits très rapidement d'ailleurs, se sont construits souvent d'abord à partir de quelques slogans, à partir de quelques idées fortes. On n'a pas rejoint au départ Apple ou Google pour pouvoir faire des bénéfices. On a rejoint Apple ou Google parce qu'il fallait penser différemment, parce qu'il fallait inventer un monde nouveau. Et aujourd'hui, nos entreprises ont peut-être d'abord besoin de ces idées qui leur donnent un sens. Tout à l'heure, le président de Croissance Plus introduisait ce Spring Campus en disant que l'idée est la mère de tous les combats. Et d'une certaine manière, il avait déjà répondu à la table ronde que nous partageons ensemble. L'idée est la mère de tous les combats. Il n'y a pas de combat qui ne se gagne d'abord par la force d'une idée. Et ce sont toujours les idées qui font que les combats se gagnent. Et c'est la faiblesse des idées qui font que les combats se perdent. Et c'est vrai aussi en politique, bien sûr, ce que disait Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons encore à défendre? C'est une question d'idées. C'est une question de vision, comme il le disait. De ce point de vue-là aussi, il est nécessaire que l'entreprise soit un lieu de culture, un lieu où se transmet une idée, un lieu où se transmet une vision du monde. Pas seulement des process, pas seulement des méthodes, pas seulement des business plans, mais une vision du monde. Et c'est ça qui fait que le reste sera couronné de succès.
Et puis le dernier élément, c'est, je crois, que nous avons profondément besoin de retrouver aussi le sens du commun. Nous y sommes ramenés, bien sûr, par de nombreuses préoccupations, par le fait que la mondialisation nous rend solidaires sur le terrain économique, on en a parlé à l'instant, par le fait que la mondialisation, c'est aussi notre solidarité de fait sur le terrain écologique. Le fait que l'entreprise retrouve le sens du commun suppose aussi que l'entreprise redevienne totalement un lieu de culture, parce que la culture est ce dans quoi se construit du commun. Et que là où la culture n'est plus transmise, c'est là où précisément s'effrite ce que nous avons en commun. Si au cours de ce Spring Campus, une seule idée juste est partagée, chacun repartira avec cette idée, et celui qui l'aura proposée ne l'aura même pas perdue. La culture n'est pas un capital. La culture n'est pas de l'ordre du capital. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la culture n'est peut-être pas familière à l'univers capitalistique. Le propre d'un capital, c'est que si vous le transmettez, vous le divisez forcément. Mais le propre de la culture, c'est que si vous la transmettez, elle se multiplie dans la mesure où elle est transmise. Elle crée du commun. Je ne dis pas par là que le capital ne soit pas nécessaire, il est évidemment nécessaire. Je ne dis pas qu'il ne soit pas productif, il est évidemment productif et il est évidemment fécond. Et un capital investi intelligemment peut produire infiniment plus que le capital investi. Mais il n'en reste pas moins que le capital en tant que tel est quelque chose qui, du pur point de vue numérique, se divise à mesure qu'il se transmet. Le capital est l'occasion de la propriété et de la propriété privée, et c'est même absolument nécessaire pour que vive une économie. Mais nous avons besoin aussi que le capital soit capable de penser le monde dans le langage de la culture, c'est-à-dire de ce qui, totalement à l'inverse du capital, et seul le marxisme a pu penser que la culture était un capital comme un autre, totalement à l'inverse du capital, se partage en créant du commun, et non pas à mesure qu'il se cède et qu'il s'aliène. Et nous savons bien que nous sommes là devant un défi inouï du point de vue historique. Parce que la question économique, la question écologique, parce que la question climatique, parce que les défis que recouvre le monde de demain sont marqués par la nécessité absolue de protéger, de reconstituer ce commun qui nous relie. Ça n'est pas un discours d'idéaliste, c'est la nécessité absolue devant laquelle nous sommes placés. Si nous poursuivons dans une logique individualiste, si nous poursuivons dans une logique marquée par la disparition ou la désagrégation du commun, alors nous sommes certains que même du point de vue économique, nous allons au-devant de catastrophes qui sont potentiellement très graves. Et donc nous avons besoin absolument que l'entreprise redevienne le lieu de la transmission du commun, c'est-à-dire que l'entreprise redevienne aussi ce lieu de la culture, qui n'est pas simplement une décoration ou un ornement, qui n'est pas seulement quelque chose qu'on ajoute à l'objet d'une entreprise, mais qui est au cœur de la vie d'une entreprise et qu'il nous faut ensemble redécouvrir comme étant le moteur de tous nos succès, le moteur de nos succès politiques, de nos succès sociaux, de nos succès collectifs et de nos succès, bien sûr, aussi et d'abord économiques.